Bonsoir et merci de votre fidélité. 18h30 sur le Oula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. À Addis Abeba, le Maroc réitère devant la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine la vision royale selon laquelle le Maroc cherche à donner le leadership à l'Afrique. C'était lors de l'intervention du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger qui représente le royaume à cette réunion. Dans ce journal, nous irons à une quinzaine de kilomètres d'Agadir. Il y a comme une ambiance d'été sur la plage Imourène. Sa corniche fait peau neuve et s'offre de nouveaux équipements. Loisirs et sports, il y en a pour tous les goûts. La ville lumière aime ses salles obscures. Pour certains, le cinéma Colisée évoque une nostalgie d'un temps où on y appréciait un bon western. Aujourd'hui encore, c'est l'une des salles de cinéma les plus fréquentées par les cinéphiles de Rabat. L'histoire d'une salle qui a eu plusieurs vies, c'est le grand format de la rédaction ce soir. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Le conseil a suivi un exposé du ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences sur le plan d'action du gouvernement dans le domaine de l'emploi. Une enveloppe de 14 milliards de dirhams a d'ailleurs été allouée à ce projet. Le conseil a adopté le projet de loi de règlement relatif à l'exécution de la loi de finances au titre de l'année budgétaire 2023, présenté par le ministre délégué chargé du budget. Autre projet de décret adopté, celui relatif à l'octroi d'une indemnité de risque professionnel au profit du personnel des corps infirmiers et de techniciens de la santé affectés dans les collectivités territoriales. Le Conseil de gouvernement a également pris connaissance de l'accord entre les gouvernements du Maroc et de la République de Saint-Marin portant sur la promotion et la protection réciproque des investissements. Direction Addis Abeba où se poursuivent les travaux de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine avec la participation du Maroc représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. La délégation marocaine a tenu à réitérer devant le Conseil la vision royale selon laquelle le royaume cherche à donner le leadership à l'Afrique. Pour contribuer au rayonnement de l'institution africaine, le Royaume a fait le choix responsable de participer aux élections visant à mettre à la disposition de l'organisation les profils les plus qualifiés, a tenu à préciser le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Abdelmjid El-Hallaoui, Nissel El-Hamdaoui. Malgré les guerres et les crises qui minent l'Afrique, les sommets africains demeurent une source d'espoir en de meilleurs lendemains. Pour les États du continent, le rêve africain est permis. Le rêve d'un continent uni, intégré, prospère et en paix. Depuis le retour du Maroc en 2017 à l'Union africaine, le Royaume n'a eu de cesse d'œuvrer activement au développement de l'Afrique, à travers des initiatives royales constructives, à l'image de l'initiative Atlantique. Un projet royal visionnaire qui vise à offrir aux pays du Sahel un accès à l'océan Atlantique. Pour l'heure, force est de constater que le chemin vers l'unité du monde africain est confronté à de nombreux défis. Je continue de croire de plus en plus que si nous ne nous saisissons pas rapidement de la question de notre architecture politique, de paix, de sécurité et de gouvernance, de la question des partenariats, du financement de l'organisation et des pouvoirs de la Commission et de son président, il y aurait franchement lieu de s'inquiéter sur l'avenir de notre organisation. Nous avons fait face à de nombreux défis, sans perdre espoir pour l'avenir. Nous avons travaillé avec sérieux et nous avons accompli des réalisations. Nous avons œuvré avec détermination à faire entendre la voix de l'Afrique au niveau des instances internationales. Fort de son histoire millénaire et de sa richesse civilisationnelle, le Maroc émerge en Afrique particulièrement par son modèle de développement dans l'ère du temps. Un modèle source d'inspiration pour de nombreux pays du continent.
Ce chapiteau aux couleurs du royaume, dressé à proximité de la fontaine marocaine ornée de zellige, est le symbole d'une présence agissante du royaume, aux côtés de l'ensemble des États de l'Afrique, en toutes circonstances. Le royaume continuera de déployer ses efforts pour donner le leadership à l'Afrique. Voilà pourquoi il a fait le choix de participer aux élections au sein de la Commission de l'Union africaine, afin de mettre à la disposition de l'organisation les profils les plus qualifiés pour contribuer au rayonnement de cette institution. Clôture à Jeddah du 13e congrès des ministres de la culture du monde islamique. Dans une allocution au nom du Maroc, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd, a souligné le rôle de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le soutien constant à la cause et au peuple palestinien. Le ministre a relevé le rôle crucial de l'agence Beit Al-Quds Sharif, bras exécutif du comité Al-Quds présidé par Sa Majesté le roi, dans la préservation de l'identité culturelle et civilisationnelle de la ville sainte. Il a mis en avant les projets et programmes mis en œuvre par l'agence au profit des Maqdissi, notamment dans les domaines de la préservation du patrimoine, de la réhabilitation de l'infrastructure culturelle et de l'appui au secteur créatif. Dans la déclaration finale, les participants ont souligné l'importance de renforcer les initiatives culturelles pour favoriser la croissance sociale et économique dans les pays membres. Lutte anti-drogue, la garde civile espagnole annonce la saisie de plus de 2 tonnes de hashish lors d'une opération sur la côte nord de l'île de Tenerife, aux Canaries, grâce à des informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire. Cette opération conjointe a été menée après que la garde civile, qui a été alertée par la DGST de l'éventuelle arrivée sur la côte espagnole d'une embarcation transportant une importante quantité de hashish. 6 individus ont été interpellés, pris en flagrant délit au moment du déchargement de la cargaison au niveau de la côte de Garachico, indique un communiqué de la garde civile espagnole. L'opération s'est également soldée par la saisie de 5 téléphones portables et de divers documents. Dans le reste de l'actualité, direction Gaza, le Hamas s'engage à respecter la trêve et à libérer les otages samedi selon le calendrier établi. Israël a déclaré attendre du Hamas qu'il libère 3 otages vivants pour, je cite, garantir la poursuite du cessez-le-feu à Gaza. Les médiateurs ont obtenu une promesse israélienne de mettre en œuvre les dispositions du protocole humanitaire de l'accord, ce qui devrait permettre l'entrée à Gaza de préfabriqués, de tentes, de carburant, d'équipements lourds, médicaments et matériaux de rénovation des hôpitaux. Attentat à la voiture bélier en Allemagne. Une voiture a percuté un groupe de personnes à Munich. Bilan 28 blessés, dont certains grièvement. L'auteur présumé de cet acte est un demandeur d'asile afghan de 24 ans, a précisé un porte-parole de la police locale. Selon le quotidien Bild, le conducteur aurait percuté avec sa Mini Cooper des personnes manifestant à l'appel d'un syndicat. La police n'a pas donné plus de détails à ce stade sur cet acte qui survient en pleine campagne pour les élections législatives allemandes. Véritable paradis pour les surfeurs et les amoureux de la planche à voile. La plage Imoran se refait une beauté. Le site est situé à seulement quelques 15 km de la ville d'Agadir et c'est un tout autre visage qui s'offre aux visiteurs avec le réaménagement de la corniche le long de la plage, avec à la clé des équipements de loisirs et de sport. C'est un reportage de Hajb Tamek, Yassine Maazi et un commentaire signé Sophia Fagroud. Avec ses plateformes en revêtement de bois 100% écologiques, ses terrains de sport et autres skateparks, et ses promenades piétonnes en kaiboti, la plage d'Imoran se révèle au public dans sa nouvelle version. La réhabilitation de cette plage est une très bonne chose pour la région. Non seulement il y a beaucoup de touristes qui aiment se promener sur le front de mer, mais les locaux aussi vont pouvoir profiter de ces aménagements et faire du sport gratuitement à tout moment de la journée. Nous nous trouvons sur la plage d'Imoran, l'une des stations touristiques les plus emblématiques de la région. Elle vient d'être réaménagée et offre de nombreuses infrastructures innovantes. D'ailleurs, à peine a-t-elle été officiellement ouverte que
les jeunes ont pris d'assaut les terrains de sport. Et cela fait chaud au cœur. Avec ses plages dorées de sable fin, ses talents sur 30 km et son microclimat, les stations balnéaires de Tarazout et de Imoren accueillent chaque année près d'1,5 million de touristes. C'est dire le rôle clé que joue la région Souss-Massa dans le tourisme national. L'objectif de cet événement est aussi de mettre en lumière les atouts touristiques de la région Souss-Massa, non seulement d'un point de vue structurel, mais aussi d'un point de vue environnemental, car les infrastructures mises en place ont été conçues avec des matériaux écologiques. De plus, la région est rendue célèbre par de nombreuses activités aquatiques qui attirent chaque année les amateurs de sport de glisse venus du monde entier. Riche de ses espaces verts et de son mythique rocher formant une presqu'île très appréciée des vacanciers, la plage d'Imoren promet de belles journées d'été au pays des 1001 vagues. On passe au sport futsal féminin et là on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, la sélection marocaine dans le groupe A aux côtés du Cameroun et de la Namibie. Le tirage au sort s'est d'ailleurs tenu aujourd'hui au siège de la Confédération africaine de football au Caire. À noter que le tournoi se déroulera du 22 au 30 avril prochain au Maroc. Le groupe B de ce tournoi comprend l'Angola, l'Égypte et la Guinée, alors que la poule C compte Madagascar, la Tanzanie et le Sénégal. Cette première édition de la CAN féminine de futsal servira également de tournoi qualificatif pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2025 prévue aux Philippines du 21 novembre au 7 décembre. Et puis, il n'y a pas eu mais des tirages au sort au Caire. Pour la CAN U17, le Maroc évoluera aux côtés de l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie dans le groupe A. La CAN U17 se tiendra du 30 mars au 19 avril prochain au Maroc avec la participation de 16 nations. Quant au tirage au sort de la CAN U20, la sélection marocaine des moins de 20 ans de football a été placée dans le groupe B aux côtés du Nigeria, de l'Égypte et de l'Afrique du Sud. Gros plan à présent sur un des hauts lieux culturels de la capitale du royaume, le cinéma Colisée qui fait partie du patrimoine de Rabat. Il fêtera bientôt un siècle d'existence, même s'il a connu plusieurs années de fermeture. Aujourd'hui, c'est l'une des salles de cinéma les plus fréquentées par les cinéphiles de la ville lumière, grâce à Pierre-François Bernet, un passionné du 7e art qui a su redonner à ce lieu une seconde vie. Regardez ce grand format de la rédaction signé Nessil Hamdaoui, Esma Tazi, Hassan Silla et Omar Ait Issa. Elle fait partie de ces salles de cinéma qui ont marqué l'enfance et la jeunesse d'Herbati en leur ouvrant une fenêtre sur le monde. Je vous parle du mythique cinéma Colisée à Rabat. Cette salle est restée fermée pendant 16 années. Sa réouverture en 2018, on la doit au distributeur et producteur français Pierre-François Bernet. Et vous allez le voir, l'homme n'est pas peu fier d'avoir permis à cette salle obscure de retrouver la lumière. J'aimerais bien voir le Gladiator. Je ressens une immense satisfaction parce que voir tous ces gens venir voir un film sur grand écran en payant un ticket, ça donne du sens à tout ce qu'on fait. Voilà. Et ça donne du sens au cinéma. Le cinéma, c'est pas sur un petit écran. On a tous le même petit écran dans notre poche aujourd'hui et c'est pas comme ça qu'on regarde un film, c'est pas comme ça qu'on l'apprécie. On l'apprécie sur grand écran avec un son de qualité. Ici, on est en salle 7.1. Attachez-vous, professeur, nous ne sommes pas à l'abri de turbulences. La tôle, moi, j'y replongerai pas. Alors raccroche une fois pour toutes. Je fais ce que je sais faire. Je monte des coups. Tu fais ce que tu sais faire. T'essaies d'arrêter les mecs comme moi. Je suis le maître du monde. Investir dans le cinéma au moment où les salles obscures baissaient le rideau au Maroc, un pari risqué pour François Bernet. Mais l'envie de sauver les salles obscures marquées du sceau du passé s'apparente à un acte militant pour ce passionné du 7e art. Le Colisée, c'était une opportunité qui m'a été proposée par Balima. Et on a investi donc 15 millions de dirhams pour faire tout ça.
Et oui, c'était un plaisir de... En fait, quand on est arrivé sous les décombres, on n'avait pas prévu de remettre tous ces marbres, etc. Mais on a vu tout ce patrimoine, ces ferronneries, ces marbres, qui sont l'histoire de ce lieu, qui sont l'histoire du Maroc, qui sont l'histoire de l'artisanat marocain. Et c'était un tel succès que c'est devenu mon positionnement. Le positionnement Ciné Atlas, c'est de faire revivre aujourd'hui les vieux cinémas. Le mythique cinéma Colisée, situé sur l'avenue Mohamed V de Rabat, retrouve ainsi une seconde vie. Mais sous un nouveau nom, Ciné Atlas Rabat Colisée. Les cinéphiles de la capitale répondent présents. Ça m'a beaucoup touchée pendant ces périodes où je passais, je voyais que c'était fermé. Et le jour où j'ai entendu parler de la réouverture du cinéma Colisée, parce que quand on rentre dans cet espace, on sent l'histoire, on sent l'époque, parce que les choses n'ont pas beaucoup changé. Disons qu'il y a la structure du bâtiment quand même, et puis il y a ces grandes photos en noir et blanc. La première fois que je suis venu au Colisée, c'était avec mes parents. Mes parents m'ont raconté l'histoire de ce cinéma, qui était une véritable attraction pour mes parents, pour leur génération, dans les années 80. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de venir dans des salles qui racontent une histoire, mais qui sont en même temps très modernes, avec une technologie immersive. Donc on vit les deux expériences, l'histoire et la modernité. Flashback. Rembobinons l'histoire de la fondation de ce haut lieu du 7e art. 1926, le Colisée voit le jour grâce à un Français, Louis Mathias. C'est bien ce même homme qui, quelques années plus tard, construira avec ses associés le légendaire hôtel Balima. Nous sommes en pleine période du protectorat français. Une nouvelle atmosphère règne dans la capitale. Nous sommes allés à la rencontre des petits-fils de feu Mathias. En ce moment, Yann et Bernard préparent la réouverture de l'hôtel de leur grand-père. Une structure qui viendra s'ajouter à la renaissance du Colisée, comme pour perpétuer la mémoire du défunt homme. Le Colisée fait partie d'un ensemble qui avait pour objectif de créer un écosystème de vie dans le centre-ville. Le cinéma était un plus autour d'une vie de café, de restaurants, de lieux de vie, de l'hôtel Balima bien sûr. Le cinéma en lui-même évidemment était un point pas seulement de visionnage, mais de rencontres culturelles, d'échanges. C'était pour nous vraiment un événement extraordinaire, parce qu'on a pu profiter des films qu'il y avait, de ces loisirs. Vous vous rappelez d'un film qui vous a marqué? Oui. J'ai vu Mirage de la vie. On attendait le dimanche avec impatience pour aller voir un film au Colisée. On choisissait la séance de 15h. Le ticket d'entrée ne dépassait pas les 2,50 dirhams. Et je me rappelle qu'à l'entrée de la salle de cinéma, il y avait un vendeur de gâteaux. On y achetait la fameuse millefeuille que tout le monde appréciait. Le film qui m'a le plus marqué, c'est Les Dents de la Mer. Je l'ai revu 5 fois. Il nous faudrait un plus gros bateau. Cette belle magie du 7e art, François Bernet la cultive toujours au Colisée, en restant à l'affût de nouveautés cinématographiques. Aujourd'hui, il a un rendez-vous avec l'acteur Brice Bexter-Leglaoui, qui prépare la sortie de son premier film. C'est une bonne petite surprise qui vient de tomber. En tant que distributeur, ça peut m'intéresser pour sortir le film au Maroc. Si évidemment mon offre séduit les producteurs. Et ça m'intéresse évidemment en tant qu'exploitant. On a du mal à avoir des talents étrangers au Maroc pour faire des avant-premières, etc. Parce que le marché n'est pas encore assez gros, donc les grosses vedettes viennent au festival de Marrakech, mais pas pour la première des films. Ici, on peut les avoir. Et c'est des événements très prisés par le public.
c'est ce qui fait vivre un cinéma. Pierre-François est aussi un ami que j'ai eu la chance de rencontrer parce qu'il distribuait déjà un des films dans lesquels j'avais joué il y a quelques années. Et écoutez, d'être aujourd'hui, être ami, mais d'avoir parallèlement fait ce projet et de pouvoir lui en parler, de pouvoir avoir son expertise, son conseil, c'est très important pour moi parce que je sais d'où il vient, je sais le parcours qu'il a, je sais qu'il a eu multiples casquettes comme il vous a dit plus tôt. Et donc pour moi, c'est très bénéfique et il peut me conseiller dans les prochains steps à prendre, les choses qu'il faut faire pour que ce film aboutisse, en tout cas puisse sortir de la meilleure façon. L'aventure de réhabilitation des salles obscures n'a, semble-t-il, pas encore pris fin pour François Bernet. L'homme s'est fixé une autre mission, redonner vie à la mythique salle de cinéma Mauritania à Tanger. À travers ce grand écran, François Bernet fera durer le plaisir de faire rêver les cinéphiles, les yeux grands ouverts. Voilà, le cinéma Colisée, connu pour la projection de ses films western, c'était durant les années 70. Tombée de rideau sur notre édition, on se retrouve demain, 18h30.